Sweep, la parole est aux danseurs hip-hop. Yo 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 Jimmy Udat, aka le Moulouda Show de la culture hip-hop, comment ça va? Ça va et vous? Ça va vous? Tout va bien, merci. Avant de te poser les premières questions, Jimmy, je rappelle aux gens qui nous rejoignent sur cet épisode que le podcast s'appelle Sweep, S-W-E-E-P, et qu'on est présent sur les différentes plateformes, donc Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube. Voilà, bienvenue à tout le monde. On est à la saison 3, au quatrième ou cinquième épisode. Et on est trop content de te recevoir, invité spécial Jimmy Udat. Merci. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter, s'il te plaît? Jimmy Udat, danseur, membre du groupe Udat et fondateur du média Hippo. Trop bien, merci. La première fois qu'on s'est rencontrés, Jimmy, c'était il n'y a pas si longtemps, lors d'un Non, battle non. à Nice. Et je tiens à redonner le souvenir parce que ça va sûrement nous lancer sur la conversation à venir. On s'est rencontrés autour d'un débat endiablé autour d'une table, un battle où il y avait plein de différentes personnes. Et tu avais lancé un sujet en démarrant et en donnant l'intitulé du sujet, tu nous as dit le système des créations et des battles tel qu'on le connaît, ça fait 20-30 ans qu'il est le même. Et les systèmes qui restent tels qu'ils sont pendant tant d'années, ils finissent toujours par s'effondrer et on est en train de louper une transition que certaines autres communautés ou cultures ont réussi. Et tu as balancé ce sujet-là comme ça, qui a intéressé un petit peu tout le monde et on est parti dans des grands débats. Euh, Est-ce que déjà, tu as envie de modifier ce que je viens de dire ou est-ce que t'en es au même constat? Ouais, je suis pratiquement au même constat. En fait, ce que je voulais dire par là, c'est que aujourd'hui, on vit dans une époque qui évolue super vite. La musique évolue super vite. La culture évolue super vite. Le rap évolue. Et je trouvais que c'est pas normal que la danse, en fait, on est dans des carcans qui restent les mêmes, en fait. Et comment ça se fait que nous, on n'évolue pas, enfin qu'on n'évolue pas, les systèmes dans lesquels on est, ils évoluent pas. Les danseurs évoluent, les gens qui les pratiquent évoluent, mais le système un peu, il est toujours un peu le même. Et je trouve qu'on est devenu un peu mollasson, tu vois, par rapport à ça. Et c'est pour ça que j'avais passé pas un coup de gueule, mais un débat, une question que je me pose tout le temps, en fait. Quand tu dis que le système n'évolue pas, est-ce que tu peux préciser de quel point de vue? C'est-à-dire que qu'est-ce que tu as l'impression qu'il nous manque? Qu'est-ce qu'on n'a pas en quantité suffisante? En fait, je pars du principe, en fait, j'ai lu beaucoup de bouquins sur le hip-hop, sur la formation, sur plein de choses comme ça, et en parlant même avec des gens, j'ai remarqué que en fait, c'était nous qui s'adaptons au système et pas le système qui s'adapte à nous. Ça veut dire que le système, quand je dis ça, c'est-à-dire que nous, en fait, le hip-hop, c'est un peu un art de revendication et c'est un art où on doit être nous-mêmes. Et en fait, je trouvais que par exemple, le système des créations, le fait qu'on répète longtemps, qu'on doit chercher des subventions, que c'est limite, on doit faire des pieds et des mains pour jouer qu'une seule fois, pour dans l'espoir de jouer plusieurs fois, alors qu'en fait, danser, c'est quelque chose de naturel et de vif. Et en fait, on doit reprendre le contrôle de notre scène et de notre art. Et les battles, c'est un peu pareil. C'est des mairies qui ont compris que la danse, les battles, c'était bien pour faire des actions, pour amener des jeunes, etc. Mais ce qui donne en retour après aux danseurs, je trouve que c'est pas assez. On ne donne que des lieux et des lieux et des lieux. Les lieux, ils se créent, mais en fait, on est maître de rien. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de danseurs qui sont directeurs. On va bientôt avoir les premiers retraités de la danse hip-hop. Et en fait, ils sont pas placés, ils sont pas au-dessus de ce qu'ils étaient il y a 20 ans, en fait. C'est soit des meilleurs danseurs ou des meilleurs formateurs, mais en termes d'institution ou en termes de responsabilité, en termes de hip-hop, ça n'a pas vraiment évolué. Et je m'étais dit que si je continuais comme ça, moi aussi j'allais être pareil. Donc je me suis dit, j'ai essayé de voir ce qui se passait ailleurs, j'ai essayé de voir comment ça se passait dans le rap, etc. et tout, la bagarre des labels, etc. et tout, même s'il y a encore des choses à critiquables. Mais c'est vrai que nous, on n'est pas encore au contrôle de notre propre art, en fait. Et c'est ça qui me dérange et que j'essaie de changer moi à ma petite échelle, en fait. Hmm. Et tu essayes de le changer de manière assez concrète. Et d'ailleurs, on va rapidement en parler. On aurait plein de sujets à aborder avec toi, étant donné qu'à la base, tu es quand même un danseur qui fait partie d'un crew très influent dans notre milieu, que ce soit dans le milieu des créations ou des battles.
mais du coup, tu es aussi un activiste et aujourd'hui un médiateur culturel par le biais de médias, entre autres, qui s'appellent HIPPO, H-I-2-P-O-H, dont on va pas mal parler. Hippo, c'est la chose dans laquelle tu dédies énormément d'énergie depuis récemment. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à te lancer concrètement dans l'aventure de ce média-là et qu'est-ce que c'est que ce média-là? En fait, le média, il part du principe que, à la base, en fait, moi, j'étais danseur et je kiffe regarder tout ce qui est sur le rap, etc., les informations et même les débats et tout, tu sais, les discussions et tout. Et je trouvais qu'en danse, on n'en avait pas. Et surtout que quand je parlais de mon métier à d'autres personnes et que je partageais ma passion, souvent les gens, ils voyaient à peu près ce qui c'était, mais ils connaissaient pas en profondeur. Ils me posaient des questions vraiment très basiques du style, c'est possible de vivre de la danse? Est-ce qu'il y a encore des compétitions de danse en France? Alors que pour nous qui sommes à l'intérieur, bah, bien sûr qu'il y en a un paquet en fait. Il y en a tous les week-ends et même trop même. Et en fait, je me disais que. Et en fait, c'est passé un événement personnel que je vais partager avec vous parce que c'est plus un secret de polichinelle. J'ai perdu ma grand-mère en fait et je devais faire le speech en sa mémoire. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai été longtemps à côté de ma grand-mère, mais que je la connaissais pas en fait. Je connaissais pas sa vie. Et je trouve que c'est la meilleure image par rapport aux danseurs en fait. On est autour de tout le monde, on est partout, mais personne ne s'intéresse à nos vies. Et c'est pour ça que j'ai créé le média. Et d'ailleurs, Hippo, c'est le prénom de ma grand-mère. D'accord. Ok. Du coup, t'as fait un peu le jeu de mots quand même avec hip-hop. Ou ça Exactement, s'écrit même pas. vraiment comme ça. Ça Non, s'écrit même pas. vraiment comme ça. Ok, Waouh, c'est abusé. ouf. Le prénom de ma grand-mère, elle s'appelle Hippomène. Et en fait, D'accord. tout le Ok. monde l'appelait Hippo. Et ça s'écrit comme ça, en fait. Mais du coup, j'ai une question par rapport, parce que tu as comparé ça par rapport au rap. Est-ce que tu penses que ça peut, que ton projet Hippo, il peut avoir autant d'ampleur que si c'était du rap? Parce que, enfin, le rap, c'est une musique et tout le monde écoute de la musique. Mais la danse, pas tout le monde fait de la danse, pas tout le monde s'intéresse autant à la danse que de la musique. Est-ce que pour toi, ça peut avoir la même ampleur ou pas? Pour moi, ça a le même impact. Pour moi, ça a le même impact. La danse, il y en a partout. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, beaucoup de gens se servent de la danse hip-hop. Aujourd'hui, quand tu fais n'importe quelle compagnie, ben, on fait des interventions dans les écoles. Parce qu'ils savent que dans les collèges, ce qui les intéresse le plus, c'est le hip-hop. Et en fait, toute cette culture-là et tout ce qu'on fait, je pense que ça peut intéresser. Et en fait, je me pose la question, même, je n'ai pas la réponse. En fait, je te dis sincèrement, je n'ai pas la réponse. Des fois, je me dis, ok, d'accord. Je réfléchis, je suis pareil que toi. Je me pose les mêmes questions que toi, c'est-à-dire, est-ce que la danse est aussi intéressant que le rap? Ok. Et je pars du principe que le rap, il y a plein de choses problématiques, comme les sujets, les clips, etc. Et des fois, il y a des choses qui sont très brutes, en fait, très brutes. Et pourtant, c'est dans tous les médias, ça en parle partout. Et encore, la chose aussi qui est importante avec le rap, c'est que le rap, c'est depuis très peu qu'il y a des médias rap. Bouscapé, ça a été créé dans les années 2000. Et le rap est en France depuis les années 89. Et HIP-HEP, c'était en 83, 84 et ça a duré que 8 mois. Donc en vrai, il n'y a pas beaucoup. Le rap a pris du temps à avoir ses propres médias et que ça intéresse les gens. Et ce qui fait qu'on sait que ça intéresse les gens, c'est les chiffres. C'est qu'aujourd'hui, il y a les streams. Il y a les streams, il y a les. Mais avant, en fait, tout le monde voulait cacher un peu que le rap fonctionnait. Donc je trouve que la danse, on est comme le rap dans les débuts des années 2000. Je pense que ça peut intéresser énormément de gens. Hmm. Tout à l'heure, tu parlais des endroits où dans la culture hip-hop, enfin, en tout cas dans la danse, on n'avait pas chopé comment dire, ouais, on n'avait pas su prendre le train pour évoluer, pour éviter que la danse, en tout cas la danse hip-hop, soit quelque chose qui soit emmené à mourir. Ce serait quoi pour toi tu aurais des exemples d'évolution possibles pour éviter que notre danse meure? Ouais, déjà trouver notre public. Quand j'ai trouvé notre public, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si les gens pourraient payer un billet pour aller voir de la danse. Et c'est quelque chose que je me pose toujours la question en fait. Mais comme ça n'existe pas, je ne sais pas. Et souvent, l'exemple que je prends, souvent, c'est le stand-up. C'est-à-dire que le stand-up, aujourd'hui, ben, les gens, ils payent des places pour aller voir le stand-up, ils prennent leur copine, ils vont aller voir du stand-up.
Et j'en suis sûr que c'est possible de le faire avec la danse, en fait. Que quelqu'un paye un billet et se dire, tiens, je vais voir de la danse. En fait, c'est de récupérer notre art pour pouvoir le promotionner sans que des institutions décident qu'on puisse danser à certains endroits. En fait, en fait, on n'a pas de rapport de force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu prends le plus grand danseur hip-hop, le meilleur, le plus connu même, et tu lui dis, fais un spectacle, je ne sais pas si les gens vont venir. Et ça n'a aucun impact avec les institutions. Alors qu'aujourd'hui, un mec du stand-up qui est fort et qui a une communauté, eh ben, même s'il a 45 personnes qui viennent le voir toutes les semaines, eh ben, il a un public en fait. Et nous, en fait, on ne se bat pas pour avoir notre public. On se bat pour avoir des accès. Et les accès, on peut te les prendre et te les donner. Alors que ton public, tu peux le garder pendant des années. Et je pense que ce truc-là de pouvoir de performer et de pouvoir se battre et de pouvoir défendre notre art et ce qu'on décide de faire, c'est pour donner un rapport de force ben, justement avec les institutions et faire en sorte qu'on soit beaucoup plus puissant et qu'on puisse nous regarder dans les yeux en fait. Et donc, le lien entre la prise de puissance d'une culture et le fait qu'elle ait des médias en interne, toi, tu l'as fait très rapidement. Tu t'es dit, en fait, la première chose à faire pour nous donner de la puissance, nous donner de la force et ne plus être dépendant d'institutions, c'est qu'il nous faut des médias internes. Ça t'a paru être la première chose à faire? Ouais, pour moi, ça a été la chose la plus logique en fait. Parce que j'avais deux solutions pour être franc avec vous. J'avais deux solutions. C'était soit faire un spectacle solo et essayer de me battre à essayer de le jouer le plus possible. Mais en même temps, j'étais encore dans un truc personnel. Et je trouve que ce qui se passe dans notre société aujourd'hui, c'est qu'on devient de plus en plus individualiste. C'est que chacun s'occupe de soi en fait. Et je me suis dit, j'essaie de trouver quelque chose pour battre d'une manière collective. Et la chose la plus concrète que j'ai trouvée, c'était de créer un média en fait qui puisse mettre de valeur à tous les gens que je trouve qui méritent d'avoir de la valeur. Et aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, mais au derrière présidentiel, c'est Raphaël et Bouscapé qui ont interviewé Macron. Enfin, c'est énorme en fait. C'est la place que des médias rap ont aujourd'hui. Donc je ne pense pas que la danse ira aussi loin, enfin peut-être même plus loin ou je sais pas. Mais on a un truc aujourd'hui qui les gens s'intéressent, ils veulent savoir plus que juste ben, de nous voir danser en fait. On n'est pas juste des objets, tu vois. On n'a pas juste des corps. On est des humains, on a des histoires, on est des gens super intéressants et je trouve que de mettre en avant ça, essayer de trouver une manière de rendre ça intéressant et accessible aussi aux autres personnes qui ne l'ont pas, pour moi c'est mon combat et c'est pour ça que je choisis de faire un média. Et donc cette aventure de médias, pour rentrer un petit peu dans les détails de ce que c'est comme implication, parce que bah, nous, on est bien placé pour le savoir, on rejoint un petit peu tes missions, mais différemment, tu vois, mais on sait que c'est une réelle implication de se lancer dans un projet comme ça, et qu'on le fait rarement pour avoir du profit. Et souvent, on le fait parce on a des réelles croyances dans le fait que ça va faire avancer des choses. Toi, très concrètement, tu as commencé quand l'aventure de Hippo et ça représente quelle implication dans ta vie? Aujourd'hui, je le fais 7 jours sur 7. J'ai commencé l'année dernière, il y a un an exactement. Il y a un an exactement. Au début, j'ai commencé avec un podcast. Et en fait, j'ai vite compris que le podcast, c'était un truc incroyable, mais qu'il fallait que j'ai du visuel, en fait. Qu'il fallait que j'arrive à avoir du visuel et surtout avoir du chiffre. Quand j'ai du chiffre, ça veut dire que c'est une expérience, en fait, personnelle que j'ai envie de savoir. C'est combien de personnes ça intéresse la danse. Et c'est ça, c'est la question que j'ai pas la réponse encore. Je vous parle sincèrement. Et j'ai décidé de m'y mettre à fond depuis février 2022. De me mettre à fond, c'est-à-dire 7 jours sur 7. Et en fait, qu'est-ce que ça implique? Ça implique de travailler tout le temps sur du contenu, de contacter des gens qui ont fait des choses dans le hip-hop, des gens qui, ça peut être François Gautret, comme Red's Dancing, ou des institutions comme La Place, etc., de savoir ce que eux ils ont besoin, ce que eux ils recherchent, ce que eux ils attendent de la danse, parler avec des marques, donc parler avec Red Bull, parler avec Nike, etc., pour savoir ce que eux ils aimeraient faire avec la danse, la vision qu'ils ont, etc., et pour ensuite trouver exactement le format qui puisse mettre en avant la danse et qui puisse, à savoir, qui puisse avoir une rémunération qui soit adéquate et ce qu'ils méritent, et, etc., pour que je puisse aussi en vivre aussi. Le grand combat, l'argent. Du coup, aujourd'hui, t'arrives à en vivre ou pas? Aujourd'hui, non, aujourd'hui, je vis de la danse. Ok. J'ai de la, Tu donnes des j'ai de la, cours ou tu fais faire? j'ai de la chance, ouais, en fait, je suis intermittent du spectacle et j'ai fait beaucoup de créa, j'ai bossé beaucoup avec Suren et je donne beaucoup de stages et je fais et je forme aussi beaucoup de danseurs.
Et dans cette aventure du média que tu es en train de développer depuis un an, tu es entouré ou c'est quelque chose que tu mènes tout seul? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé des concours aussi. J'ai passé des concours, j'ai passé plein de concours pour de médias, etc. et tout, des incubateurs de médias. Et aujourd'hui, je fais partie d'un projet qui s'appelle la YASFAM. C'est un projet où en fait, c'est beaucoup de créateurs de contenu. Chacun a son propre média et est responsable de son propre média. Et on travaille ensemble pour faire monter un média. Donc le contenu qu'on crée pour eux, ça leur appartient. Le contenu qu'on crée pour nous, ça nous appartient. Et ce qui est bien, c'est que ça fait un travail d'équipe et que j'ai les avis de personnes qui ne sont pas danseurs sur le média de danse en fait. Comme moi, je donne mon avis sur leurs médias. Et qu'il y a plusieurs thèmes. Il y a des gens qui font de la musique pop, il y en a qui font du R&B, il y en a qui s'occupent de faire un média sur les exilés. Il y a quelqu'un qui fait un média sur tout ce qui est les dates et par un prisme social. En fait, on est plein de différents contenus et en fait, ensemble, on essaie de créer un contenu qui nous ressemble et de faire avancer les choses. Hmm. Alors, je vais rentrer dans un sujet précis, je lance un petit thème. Si j'ai bien compris, l'idée que tu défends, c'est que pour que la danse et les danseurs prennent en puissance, il faut pas seulement parler de l'art en lui-même, mais de la vie des gens pour que ça les rende plus intéressants, comme on le fait dans le rap, comme on le fait dans le foot, comme on le fait dans des cultures qui sont devenues très grand public et très populaires. Euh, Quand je pense à ça, j'entends tout de suite les, euh, les oppositions que pourraient dire certains artistes, comme l'ont déjà fait des rappeurs sur des plateaux télé, à qui on pose des questions très intimes sur leur vie. Et eux, ils vont répondre, je ne suis pas là pour parler de ma vie, je suis là pour parler de mon art. Euh, du coup, toi, comment tu te positionnes par rapport à ça, sachant que tu as envie de te servir du contenu de la vie des personnes pour que ça permette de faire un peu plus connaître leur communauté et leur art? En fait, il y a deux choses qui sont pour moi où il y a de la nuance en fait. C'est la première chose, c'est par rapport aux rappeurs, etc. C'est qu'à chaque fois que les rappeurs ils passent à la télé, on leur pose pas des questions ni sur leur album, on leur pose des questions sociales, sociétales. C'est-à-dire on leur pose des questions sur les banlieues, sur les agressions de la police, sur des choses comme ça. Et en fait, je pense que ça les dépasse et qu'on parle pas de eux en tant que personne. Ou sinon, on parle dans un prisme du style misérabilisme où le fait qu'ils aient vécu dans des quartiers, etc., bah, ça pousse à leur faire leur art. Et je trouve que la danse, on est un peu à cette limite-là, où on est à cette limite, limite, ces petites, que tous les interviews qu'on a souvent, ben, soit c'est je sors du hip-hop pour devenir un artiste à part entière, ou soit le hip-hop, ben, j'ai galéré, etc. et tout, et je reste dans un truc de galère. Et moi, le truc que je voulais mettre en avant, pour moi, mon avis par rapport à ça, c'est que aujourd'hui, un danseur, c'est un homme avant tout. Et qu'est-ce qui l'a amené à la danse? Qu'est-ce qui fait qu'il s'exprime? Et aussi le génie dans le freestyle, le génie dans la création, dans comment tu crées, quand tu as une idée en tête, comment tu arrives à la mettre sur scène, les lumières, combien de temps ça prend. C'est juste le plaisir de créer en fait. Parce que tu n'es même pas sûr que ta pièce elle tourne. Quand tu fais un battle, c'est pas sûr que tu gagnes, il n'y a qu'un seul gagnant, et pourtant tu es content à la fin de la journée. Et en fait, c'est tous ces trucs-là que je trouve que les gens n'ont même pas l'idée et ils savent ce qu'il y a derrière en fait. Même les entraînements, comment vous êtes buté à l'entraînement pour avoir votre niveau que vous avez aujourd'hui, tout ça, en fait, les gens ne sont même pas au courant, en fait. Les gens ne savent même pas de l'enjeu qu'il y a. Et en fait, c'est l'enjeu qui fait qu'on peut devenir intéressant et que les gens disent ah ouais, donc quand ils dansent, c'est ça qu'ils défendent, en fait. Moi, il y a ça me questionne par rapport au rôle des danseurs, en fait. Comment on arrive à sensibiliser les danseurs à être médiatisés? Parce que, enfin, il y a plein de danseurs, ils aiment pas, enfin, ils veulent juste pas être sur les réseaux, ils veulent pas jouer tout ce jeu d'être médiatisés. Alors, à la limite, avoir un interview, on va les interroger un peu sur leur art, mais d'avoir autant de vues d'influence par le biais des réseaux, des médias, j'ai l'impression que c'est un peu l'une des limites qu'on peut rencontrer, non? Grave, je trouve qu'on est super archaïque dans ce qu'on fait, mais c'est surtout parce qu'en en fait, on a une vision du hip-hop qui est super underground et qu'on a un esprit underground et qu'on veut le rester underground. Et pour nous raconter nos vies, ben non, regarde comment je danse et puis fin, tu vois. Mais vous avez fait des podcasts et quand vous parlez avec des danseurs, j'en ai écouté plein, ils ont plein de choses à dire. Et ils s'arrêtent pas de parler. En fait, je trouve que quand ils vont comprendre, parce que le problème, souvent, une phrase que je dis souvent, c'est ne pas chercher à être connu,
de chercher à être utile. Aujourd'hui, je pense que pour un danseur, c'est pas encore utile de parler et de raconter sa vie. Parce qu'on n'en voit pas les bienfaits et les résultats. Parce que c'est encore nouveau. Votre podcast, vous êtes à la saison combien? 3 ou 4? Troisième. Vous êtes à la saison 3. Moi, je suis limite à ma deuxième saison de mon média. Il y a d'autres, il y a plein de médias, mais c'est nouveau en fait. C'est nouveau. Style de ouf, ça a arrêté. Style de ouf, ça aurait pu être un truc de ouf aujourd'hui. Mais style de ouf, etc. Tous les médias comme ça, ils ont arrêté, tu vois. Et tout le monde suivait. En fait, on en a besoin, en fait. Mais c'est sûr que comme c'est nouveau et qu'ils n'ont pas envie d'être, tu sais, le pouvoir des mots, tu sais, quand ça reste, tu vois. Ce que tu dis, ton avis peut changer, etc. Et que tu donnes ton avis et que les gens ils parlent de ton avis que tu as donné il y a 10 ans, c'est compliqué, tu vois. Donc, c'est des choses qui font que, bah, c'est pour ça que les danseurs, ils ont peur de ça. Et donc, si on se projette un petit peu dans le futur et qu'on ne réussit pas cette transition, toi, tu imagines que dans le pire des cas, ça peut aller vers où et notre art et notre communauté et tout ce qui tourne autour des danses hip-hop? Je suis pas devin. Je suis pas devin. Je suis pas devin, mais et c'est déjà le cas. Ce qui me fait peur, en fait, c'est que de donner trop de place aux institutions dans notre art, en fait. C'est de donner trop de place aux institutions. Je suis pas contre les institutions, mais ce qui me fait peur, c'est de leur donner trop de pouvoir à ce qu'on fait. Et ce qui m'a peur, c'est que la danse hip-hop devienne comme le jazz, en fait. Où, bah, le jazz, quand tu vois une soirée jazz aujourd'hui, et ben, les gens ils dansent comme ils dansaient dans les années 20, mais il n'y a plus d'évolution, il n'y a plus de créativité. Les gens, c'est juste un passe-temps et un hobby, ils ont tous un taf à côté. Et en gros, ils juste ils kiffent, en fait. Et aujourd'hui, il n'y a plus de jeunes qui défendent. Et le jazz, les gens qui font le jazz ne ressemblent plus aux gens qui ont créé le jazz. Et ça me fait pas un peu peur, mais c'est juste un warning que je mets à chaque fois. C'est que à la base, on fait ça pour s'exprimer nous-mêmes et pour, entre guillemets, contre les institutions. Aujourd'hui, les institutions, elles prennent beaucoup de place dans notre art. Et je trouve que c'est un danger. Je ne sais pas où ça peut nous mener. Je ne suis pas devin, je l'ai déjà dit, mais ouais, c'est un petit warning en fait. Et du coup, si on sort du système institutionnel, ce serait quoi? Ce serait se tourner vers un système plus privé, à l'image des labels en musique et tout ça? Ouais, en fait, ouais, exactement en fait. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que tu tiens? En fait, c'est tout bête ce que je dis, hein, mais l'art, forcément, tu as toujours été un produit et ton produit à qui il appartient en fait. Aujourd'hui, les danseurs, la plupart des danseurs, ce qu'ils mettent en avant, c'est la formation. C'est-à-dire qu'on forme des gens qui aiment notre art à devenir et à donner ce que nous, on a appris durant toutes nos années. Et la question que je me pose, moi, c'est bah, est-ce que notre art, bah, aujourd'hui, les rappeurs, ils veulent vendre des CD. Est-ce que nous, comment on vend notre danse, en fait? C'est pour ceux qui veulent la vendre. Et en fait, de récupérer notre art, en fait, ça fait partie de comment le récupérer, en fait. Comment l'appartenir. Comment il peut nous appartenir. Hmm. Par rapport à ça se pose du coup la question des nouvelles générations qui sont en train d'arriver dans l'époque des danses hip-hop telles qu'on les connaît aujourd'hui. Toi qui as... En fait, ce qui m'intéresse avec toutes les recherches que tu as fait autour de ta question sur combien de gens sont intéressés par la danse, c'est que j'ai l'impression que tu as une vision assez globale de tout le système et des danses hip-hop et de ce qu'il y a autour. Du coup, peut-être que tu as porté ton regard sur les jeunes qui accèdent à la danse. Quel est ton constat? Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, faire des danses hip-hop, c'est c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de jeunes? Est-ce que c'est quelque chose qui est populaire? Est-ce que c'est quelque chose qui est en train d'être en baisse? Est-ce qu'on est en train de perdre l'image cool que ça donne de faire de la danse et qui peuvent stimuler des jeunes? Est-ce que t'as jeté un petit coup d'œil à ça? Bah, je pense qu'en fait, on est dans un truc, c'est tout le contraire, limite. C'est-à-dire que je trouve que les jeunes, aujourd'hui, ils adorent danser, en général. Aujourd'hui, les jeunes, ils adorent danser. Et le hip-hop, tout le monde, en tout cas, quand j'ai fait des, comment dire, des surveys, putain, je vais passer pour un imbécile, des sondages sur, j'ai dit en anglais, je suis un ouf.
des sondages sur ce que les jeunes ils aiment, tu vois, et la danse, souvent, elle est dans les trois premiers. Et en fait, il y a énormément de jeunes qui apprennent du hip-hop, qui sont là, qui dansent nos danses. Il y a des jeunes de partout, c'est démocratisé avec les réseaux sociaux. Bon, il y a un paquet de gens qui sont à fond dans la danse. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ben, c'est plus la culture qui les intéresse. C'est-à-dire que très vite, ils ont leur fenêtre pour être connus. Donc, on a un truc où je trouve que la danse hip-hop, elle s'exporte de plus en plus, mais la culture hip-hop, elle s'exporte de moins en moins. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis pas sûr de comprendre. Je veux bien que tu développes. Ça veut dire que ce que je veux dire par là, c'est que les gens aujourd'hui, il y a plus de gens qui dansent en termes de nombre. La danse, elle est accès à beaucoup plus de gens, mais je trouve que la culture en général, elle est de moins en moins accessible à des personnes, à part si les gens qui payent des formations, etc. Mais c'est un nombre très très réduit. Ce que tu veux dire, c'est qu'ils ont moins les codes ils ont les danses, ils savent faire les pas, ils peuvent les voir, mais ils ont pas les codes ils ont pas les connaissances de où ont évolué tous ces pas. Exactement. Il y a beaucoup plus de jeunes qui vont faire des battles, mais il y a très peu de gens qui connaissent qui sont certaines personnes avec qui vous avez fait des interviews. Et il y a déjà des médias extérieurs à notre communauté, à notre culture, qui font un petit peu le travail d'interviewer des danseurs, mais du coup des médias plus mainstream qui ont justement pas la connaissance de notre culture. Click ont déjà interviewé des danseurs, Brut ont déjà interviewé des danseurs, Combini ont déjà interviewé des danseurs. Euh, Est-ce que ça, tu t'en félicites que ces médias-là commencent à jeter un coup d'œil à la danse, ou est-ce qu'au contraire, tu as l'impression qu'ils nuisent plutôt à ce bon développement dont tu parles? Non, non, je pense pas qu'ils nuisent, mais s'il y a que eux, c'est un gros problème. En fait, si il n'y a pas de balance, en fait, il y a un problème. Parce qu'en fait, le truc qu'il y a, c'est qu'il y a une différence, c'est tout bête, hein. Il y a une différence entre une interview de Hardisson, d'un rappeur, et une interview de Mehdi Maizi ou de Mouloud Achour. Je sais pas si vous voyez la différence. Ça veut dire que pour moi, Click ça a le mérite d'exister. Il y a une différence entre les gens qui interviewent et qui sont dans la culture et qui connaissent les codes et les gens qui ne sont pas. Et je pense que les deux doivent exister. Mais il faut que les deux existent pour qu'il y ait une balance. S'il y a que Brut et que Click qui existe une interview de danseurs, là on est dans la merde pour moi. Parce que ben, ils vont choisir des danseurs que pas forcément, ils vont avoir des codes que nous on aura dit, qu'on n'aura pas, tu vois. Ils vont prendre des gens qui ont beaucoup de followers, ils vont prendre des gens qui ont un buzz, ils vont prendre un certain type de danseurs et pas d'autres danseurs. Et en fait, on est dans un truc où c'est eux qui vont choisir qui mettre en avant et pas la culture. La culture, c'est le plus important et c'est ce qu'on a de plus précieux pour moi. Et le fait qu'on puisse mettre en avant ça et qu'on puisse y croire, c'est ça notre force. Et tu as l'impression que dans la culture hip-hop, là, en France, tu l'impression qu'il y a des gens un peu qui se rendent compte de ça et qui ont des projets similaires aux tiens ou pas? Bien Tu as sûr. l'impression Mais d'être. déjà, il y a vous, il y a Sweep. Déjà, il y a Sweep. Il y en a trop. Il y a je me rappelle pas, il y a un podcast incroyable où c'est une fille qui interviewe des gens de la culture hip-hop. Tous danseurs? Je donnerai le nom, Always Say My Name. Elle a interviewé Walid, le popper, c'était incroyable. Et donc, est-ce que toi, tu as l'impression que en France, il y a d'autres acteurs qui font qui mettent en place des projets similaires aux tiens ou pas? Totalement. Après, il y a plusieurs aspects, tu vois. Déjà, il y a Sweep, où c'est bien que vous fassiez des podcasts parce que ça va rester. Ça va rester dans le temps. Il y a aussi QD qui fait quelque chose avec QD Agency, qui se bat pour les droits des danseurs, qui essaie de faire en sorte que les danseurs ils soient rémunérés, euh, qu'ils aient un statut par rapport aux marques et par rapport de savoir comment discuter avec des danseurs parce que les marques ne sont pas au courant et des fois elles ne savent pas comment gérer les danseurs et leur image. Il y a aussi Youssef Attat qui a une entreprise qui s'appelle Street Smile qui fait des street shows et qui fait beaucoup de shows dans tout ce qui est salon de l'auto, etc. et tout, et qui essaie justement de rendre accessible la danse à des gens qui ne l'ont pas et rémunérer les danseurs en intermittence.
Il y a, pour moi, il y a quoi? Il y a tellement de gens. Il y a Canon aussi qui essaie de se battre pour mettre des danseurs placer des danseurs. Il y a Bruce qui a BB Agency qui essaie de voir pour placer des danseurs. Il y a énormément de gens qui essaient de faire en sorte que le truc il évolue en média ou en direct ou en B2B. Et pour moi, tout ça, c'est des activistes qui essaient de prendre la danse hip-hop et essayer de la mettre à un niveau qui ne l'est pas aujourd'hui. Pour continuer dans le questionnement sur toute cette question autour de la popularisation de la danse, etc., et surtout débloquer des moyens pour faire accéder les danseurs à des statuts plus convenables et confortables, tu disais que la question qui est un peu au centre de tout ton projet, dont tu n'as pas encore la réponse, c'est est-ce que la danse peut intéresser les gens? Ou en tout cas, combien de personnes est-ce que la danse peut intéresser? Là, tu en es à une petite année d'expérience autour de ton projet. Est-ce que tu as déjà des petits éléments de réponse? Est-ce que tu as l'impression que oui, c'est possible de populariser la danse autant que le stand-up et le rap? Ou est-ce que non, ça va être un peu plus compliqué? Ouais, alors moi je suis grave transparent. Je suis grave transparent, je vais vous dire totalement. J'ai une soirée qui s'appelle le Hippo Dance Club. Ça reprend les codes du Jamel Comedy Club, mais sauf que c'est en danse. Et en fait, ce que je fais, c'est pour savoir, avoir une idée, je compte le nombre de personnes et je demande aux gens de pas donner, de payer l'entrée, mais de donner ce qu'ils pensent que ça mérite. C'est-à-dire de partir comme du stand-up, partir avec l'idée du chapeau et me dire, au lieu de dire aux gens, ouais, payez tant, je leur demande de donner ce qu'ils pensent que ça mérite. Parce que la question, c'est est-ce que ça intéresse les gens, mais combien vous êtes capable de mettre en fait. Donc, pour t'expliquer, pour la dernière soirée, il y avait 150 personnes, enfin non, 100, ouais, 140, 130 personnes. Et j'ai récolté, ça a fait en gros 4 euros par personne. Tu vois, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup de danseurs qui viennent voir le spectacle. Mon but, c'est d'avoir des gens qui sont aussi pas danseurs, combien eux ils mettraient. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui ont mis 50 euros, tu vois. Comme il y en a qui ont mis 2 euros ou 50 centimes. Et donc, tu peux expliquer quel est le, même si ça se base, tu as dit que ça se basait sur les codes du stand-up, quel est le Ouais. déroulé de la soirée exactement? Alors en fait, c'est une soirée normale, c'est une soirée normale avec de la musique. On n'essaie pas de mettre trop de musique très underground pour essayer de faire en sorte que les gens puissent se sentir à l'aise. Et ensuite, il y a une genre d'exhibition où chaque danseur, en fait, vient avec son univers et danse et montre son identité, en fait. Et en fait, on prend 6 à 8 danseurs. Et après, moi, j'anime, etc. Et à la fin, on demande aux gens, donnez ce que vous pensez que ça mérite. Ok, et du coup, les danseurs, c'est vous qui les choisissez, c'est eux qui envoient un mail pour dire je suis chaud et du coup, comment ça se passe? Les deux, en fait. Ce qu'on essaie de faire, c'est comme on dit dans le stand-up, ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours une partie où ils appellent ça open mic, où il y a des gens qui viennent s'exprimer d'eux-mêmes. Et on voulait faire la même chose avec le Hippo Dance Club, c'est de laisser des danseurs qui veulent, parce qu'il y a un truc aussi, il y a tout un truc de élitiste aussi qu'on arrive à créer avec les présélections ou les auditions. Et je voulais faire un truc où les gens qui veulent s'exprimer, ils s'expriment, tu vois. Et c'est super difficile parce que on est dans un truc de trait de jugement, tu vois. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais la danse, on est jugé H24. Et les danseurs qui postulent, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Désolé. Désolé. Toujours pour essayer d'avoir des petites clés de qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas, je suis allé faire un tour sur les différents contenus de la chaîne Hippo. Ouais, Euh, et j'ai vu qu'un des nouveaux concepts que tu as créé récemment, dont tu m'avais parlé en plus quand on s'était vu, et je crois que tu l'avais pas encore fait quand on s'était rencontrés, qui était faire une sorte de résumé en mode storytelling d'un gros battle qui a eu lieu, qui a été le Fusion Concept. J'ai vu que c'est la vidéo de ta chaîne qui avait le mieux marché, mais de loin, c'est incomparable avec toutes les autres. Euh, incomparable. donc déjà trop bien. Et, euh, et selon toi, comment est-ce que ça se fait que ça ait marché à ce point-là? En fait, des fois, tu as beau chercher à gauche, à droite, de loin, tu peux réfléchir toute ta vie. Des fois, comme un peu d'alchimiste, en fait, ce qu'il y a de précieux, c'est ce que tu as en toi, en fait. Et en fait, j'ai tellement fait de battle que j'ai pas vu le potentiel. Et, et aussi, les gens, ils voient que les battles au final, en fait.
On n'a pas ce que les gens y pensent, les retours, ce que le mec il pense du jury, comment il sent sur son propre passage, les conseils que l'autre il te donne dans les backstage. Tu vois, tous ces petits trucs-là, tous les trucs cachés, eh ben, on les a jamais en fait. On les a jamais. Et le fait que je le mette en ligne, eh ben, je donne accès à des danseurs qui, pour moi, qui fait des battles, c'est normal, tu vois. Au final, tu sais, quand on a des discussions, je sais pas si vous faites beaucoup de battles, mais souvent, tu as des discussions entre danseurs, ouais, il est lourd ton move, ouais, ça, nan. Et en fait, ces discussions-là, les gens, ils n'ont pas accès, en fait. Et de mettre ça en ligne, eh ben, les gens, ils ont pété un câble. Et ça a été viral de ouf. Et ça a fait monter la chaîne. Et ouais, c'est le contenu qui a mieux marché. Et ouais, je suis content et en même temps surpris. Et en même temps, je vais en continuer à en faire. Du coup, le futur de ce projet de média, c'est de faire un petit peu plus de ce concept-là qui a bien marché, parce que tu fais aussi des talk shows. Ouais, Euh, le principe d'un talk show, pour les gens qui connaissent pas, c'est un petit peu comme on est en train de le faire, c'est inviter des personnes sur un sujet précis et développer durant une certaine durée quand même autour d'un sujet. Quel futur est-ce que tu t'entrevois pour Hippo? le futur que j'entrevois, c'est essayer de faire monter le plus possible la page pour avoir un rapport de force avec les autres médias. Fait aussi, j'aimerais continuer les talks, mais de trouver un format qui est beaucoup plus intéressant pour les gens qui le regardent. Ça va au niveau du son? Ouais. Ouais, nickel. Ouais. Parce que j'ai vu Baptiste a fait une tête bizarre, je crois que c'était par rapport au son. Ah non, 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 t'inquiète, t'inquiète. Désolé pour ceux qui écoutent, des fois, nous on se voit, c'est pour ça. Et non, non, non. Et en fait, c'est de trouver le futur de Hippo, c'est vraiment de trouver une manière de rendre le talk regardable, en fait, consommable. Parce que j'ai vu que des fois, on est trop danseurs, en fait. Et on a du mal à parler pour que les gens qui sont pas danseurs, ils puissent avoir une petite porte d'accès. Tu vois, et c'est super important. Et le futur d'Hippo, c'est de continuer à créer du contenu à fond. Et la deuxième étape, j'espère que pouvoir la faire l'année prochaine, c'est de commencer à faire des documentaires, faire des mini-documentaires, à faire des choses qui sont un peu plus, qui mettent en avant, mais d'une autre manière un peu plus artistique. Pour toute la gestion de ce projet, j'ai l'impression que tu as eu quand même un gros travail d'analyse, de... Enfin, est-ce que tu as fait des études? Est-ce que tu l'as fait en mode autodidacte? Est-ce que tu... Je l'ai fait en mode hip-hop. Non, mais en vrai, j'ai eu de la chance d'avoir des gens autour de moi et je suis curieux. Ça veut dire que, en fait, j'ai fait un truc tout bête, mais c'est à l'air stupide, mais je l'avais jamais fait avant. C'est que j'ai tapé danse hip-hop sur Google et j'ai regardé tout ce qui est tombé. J'étais voir dans les podcasts, j'ai tapé danse hip-hop. Et en fait, j'ai fait une recherche de malade et j'ai discuté avec plein de gens. J'ai discuté avec des gens qui avaient déjà des médias, j'ai discuté avec des gens qui étaient journalistes aussi. Et en fait, tout ce travail d'analyse, en fait, c'est de la curiosité et du questionnement et en parlant énormément avec des gens, quoi. Et alors, du coup, ça me rend très curieux parce que je sais pas si je l'ai déjà fait une fois, sauf peut-être quand j'étais en sixième, quand je devais faire un exposé au collège sur ce que c'est que la danse hip-hop. Euh, qu'est-ce qu'on trouve quand on tape danse hip-hop sur Google? Des choses très drôles. Des choses très drôles. Mais le pire, attends, je dis sincèrement, le plus drôle, c'est même pas taper dans hip-hop, c'est taper des noms de style. Boogaloo, House Dance, des trucs comme ça. Et je vous assure, c'est hallucinant. En fait, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est là que je me suis rendu compte que, ah ouais, les médias, en fait, on n'existe pas, en fait. En fait, Hmm. il n'y a rien tu vois, tu prends les Twins, par exemple. Les Twins, c'est un super bon exemple. Les Twins, tu tapes les Twins sur Google, tu as soit des battles, et quand tes interviews, sans aller, 70% des interviews des Twins, c'est canadien. C'est les danseurs les plus connus, et c'est des Français. Il n'y a pas un média, ils ne sont pas dans le clic, ils ne sont pas sur TF1, ils ne sont pas sur 60 Minutes Inside, et il n'y a que France 2 qui ont fait un truc sur eux, là, pour l'expliquer comment ils ont dansé avec Beyoncé. C'est nos danseurs les plus connus, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est nos danseurs les plus connus, il n'y a rien sur eux. Pour toi, il y a un problème de référencement? Ah, il y a un problème de référencement à total. Alors ça, c'est notre plus gros limite manque, c'est qu'il y a un problème de référencement. C'est-à-dire que en vrai, normalement, quand tu tapes danse hip-hop, souvent tu as des cours de danse. Mais si tu tapes qu'est-ce que la danse hip-hop, là tu as des blogs obscurs.
T'as des blogs obscurs, t'as des skyblogs, ouais, t'as des gens qui s'y connaissent un peu de loin et qui vont écrire ce qu'ils pensent. T'as quelques articles, etc. Mais vraiment, c'est très pauvre en fait. Mais c'est très pauvre et à la fois, je pense qu'il y a quand même un gros problème de référencement dans le sens où des documentaires stylés sur notre culture, en vrai, il y en a. Si tu regardes Faire kiffer les anges ou Les promesses du sol, un peu plus récemment de Raphaël Stora, Totalement. certains films de la culture populaire hip-hop, il y en a aussi. Ouais, Des vidéos de danse hip-hop super stylées, on en trouve énormément quand on sait chercher sur YouTube. Donc, euh, donc c'est qu'il y a un problème de référencement et, totalement. de comment apprendre et aux jeunes générations et au grand public à faire les bonnes recherches en fait. Totalement. Là où aujourd'hui, si tu tapes skateboard ou rap sur Internet, tu peux vite trouver des contenus qui sont quand même mieux référencés que nous. Exactement. Mais parce qu'il y a il y a un travail de médias, en fait. Il y a des médias qui ont mis en avant des choses et aujourd'hui, eh ben, même un rappeur obscur qui fait pas beaucoup de stream, il peut passer à Combini, tu vois. Mm. Aujourd'hui, un danseur le plus connu du monde, il danse avec Beyoncé, eh ben, il n'y a rien sur lui. Donc, en vrai, il y a le référencement, il y a aussi la valeur que les gens portent à notre art. Et ça, c'est un truc que les gens, il faut qu'on arrive à le voir, tu vois. Par exemple, tu sais, on parle souvent des JO de la danse, mais est-ce que les gens, nous danseurs, on a vu ce que les sportifs pensent que ce qu'on fait? Est-ce que vous avez vu les articles de l'équipe qui parlent de la danse hip-hop? C'est horrible, c'est un scandale. Ils ont allié danse hip-hop, b-boying avec vendeur de drogue dans un seul article. C'est un scandale. Mais après, pour revenir du coup par rapport au truc de référencement, aussi il y a un problème, c'est que quand on dit danse hip-hop, ça regroupe la house, le locking, le popping, le breakdance et le hip-hop freestyle. Et du coup, danse hip-hop, si là aujourd'hui on a un bon référencement de danse hip-hop, c'est-à-dire que le gars il va autant trouver de la house que du break, que du locking, que du machin. Et aussi, je pense aussi le problème, c'est que les gens aussi connaissent pas les danses. C'est-à-dire que si tu marques breakdance, les gens vont trouver du breakdance. Si tu tapes house, les gens vont trouver de la house. Mais danse hip-hop, on se vend pas comme danseur hip-hop. Mais, et tu vois, exactement. Et le truc qu'il y a, c'est que, et même nous, des fois, on fait une erreur. C'est que pour moi, je vais être franc avec vous, hein. Pour moi, il n'y a qu'une seule danse hip-hop. C'est le b-boying. La danse qui a été créée en, la danse qui a été créée en même temps que le hip-hop et que la culture hip-hop, c'est le b-boying. C'est le b-boying. Et même avant tous les garçons qui faisaient du hip-hop, rap ou MCing ou DJing, c'était des b-boys. Et souvent, tu vois, par exemple, souvent quand je parle avec les gens, je dis, mais break, tu sais d'où ça vient? Ils savent même pas que break, c'est un terme musical. C'est pas un terme de mouvement. Mais tu vois, c'est tous ces petits détails-là que les gens ne sont même pas au courant et qu'ils n'ont même pas accès. C'est-à-dire que même déjà d'expliquer que le locking et le pop, c'était avant le hip-hop, c'était clairement avant le hip-hop, ça existait avant le hip-hop, que les lockers, ils ont fait le tour des États-Unis et qu'aux États-Unis, quand tu dis pop lock, ben pour eux, c'est de la danse hip-hop. Tu vois, ça veut dire que pour eux, déjà, même pour le monde entier, déjà, quand on dit danse hip-hop, pour nous, c'est général, c'est pour faire comprendre, en fait, c'est vas-y, c'est une danse de, tu vois. Et même après, ils disent danse urbaine, tu vois, c'est pour dire, ouais, c'est une danse que les immigrés y font. Mais en vrai, même à l'intérieur de notre art, en fait, d'expliquer, en fait, et de donner la nuance entre les différentes choses, c'est ce qui va donner de la valeur, en fait. Et ça, c'est important qu'on le fasse. Et c'est important que ça existe. Parce que ces informations-là, quand les gens y parlent et qu'ils mettent danse hip-hop et qu'ils mettent tout dans un même cercle, c'est comme la danse afro ou dire les Africains. Et alors que l'Afrique, c'est un continent 10 fois plus grand que l'Europe. Et c'est la même chose en fait. La danse hip-hop et ce qu'on appelle dit hip-hop, c'est riche de ouf. Et les cousins sont riches de ouf. La culture house, c'est riche de malade. Le lock, l'histoire du lock, c'est une histoire incroyable. Le pop, c'est incroyable. Le pop, ça dépasse le bougalou, etc. Il y a du strutting, il y a Auckland, il y a tout ça. Il y a tellement de choses, c'est tellement complexe. Le hip-hop freestyle, ça évolue tous les ans. Il y a toujours des nouvelles danses qui arrivent. Et tout ça, ben, pour moi, je me dis, ben, il n'y a pas un média qui en parle. C'est-à-dire que quand les gens y parlent, et en fait, quand on parle comme ça, et quand tu parles avec des gens qui sont dans les médias, que ce soit Click, Combini, etc., et même pour le référencement, et pour que ça existe, et pour qu'il y ait une valeur,
Il faut leur expliquer tout ça et leur dire, mais en fait, c'est complexe en fait de ce que vous parlez. Vous savez pas toutes les nuances qu'il y a. On n'est pas un groupe, on n'est pas 5 personnes et on fait tous la même chose. L'esprit b-boying, tu vois, c'est un état d'esprit, c'est beaucoup plus loin que juste des steps en fait. Je vais poser une question du coup naïve et générale, mais parce que tu es déjà en train d'y donner des réponses. Mais pourquoi est-ce qu'on a envie d'être connu d'un plus grand public que seulement notre communauté? Pourquoi est-ce que ça nous suffirait pas d'être entre amis, en train de faire notre art qu'on kiffe? Est-ce que c'est seulement une question d'argent et qu'on veut en vivre? Ou est-ce que, on a envie de propager notre culture pour d'autres raisons? En fait, moi je pense, vous allez me prendre pour un fou, mais moi pour moi le plus important c'est d'avoir un safe space. Je trouve qu'il y a énormément de frustration dans notre monde. Parce que le fait qu'on soit que dans l'underground et qu'on soit underground et que c'est les institutions qui contrôlent notre truc, il y a un truc d'injustice. Il y a un truc de rancœur qui existe. Il y a un truc d'envie, de légitimité. Les gens qui font des battles tous les week-ends, pas pour l'argent, parce que limite, tu gagnes une fois et tu gagnes pas énormément. Tu sais, on ne gagne pas 100 000 euros quand on gagne un battle. On gagne 250 euros, 300 euros, 1000 euros max. Mais il n'y a pas beaucoup de battles où tu gagnes 50 000 euros. Tu vois, enfin, l'argent, pour que tu aies l'argent, le salaire moyen, c'est le SMIC. En brut, le SMIC, c'est 30 000 euros. Donc, il n'y a pas de battle qui te fait vivre toute l'année. Donc, en fait, on fait tout ça pour la légitimité. Et en fait, le fait que notre spectre, il est très mince et que la danse, elle se résume à compagnie, battle et qui tu es dans cette culture-là, eh ben, qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de nuances et qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont à l'aise et bien dans leur vie. Et en fait, le fait d'avoir des médias, d'avoir des gens connus et que ces gens connus, eh bien, ils parlent de la culture et que les gens qui sont dans la culture, qui veulent rester entre eux, ils sont entre eux et qu'en fait, que tu es le choix. Mais en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on subit. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important qu'on soit médiatisé et qu'on soit vu par un autre public. Qu'il y ait des gens qui consomment la danse parce qu'ils aiment la danse. Pas qui consomment la danse parce que c'est des danseurs qui veulent avoir un blaze ou qui veulent être quelqu'un. Parce que ça, en fait, il n'y en a pas pour tout le monde et c'est logique, en fait. Mmh. Donc ça serait pour, simplement pour une question de bien-être et de bonheur personnel, en fait, au sein de notre culture, pour que notre culture soit plus saine et du coup, tu parles d'un truc, si on le résume en un mot, tu parles de la reconnaissance, en fait. Du Ouais, besoin exactement. naturel qu'on aurait de la reconnaissance. Parce qu'on en a tous besoin. Ça fait partie de la pyramide de Maslow. On veut tous être reconnus. On est tous dans un truc, on est tous dans un truc à un moment où tu veux être quelqu'un en fait, où tu veux dire ah bravo, ah oui bravo, bravo monsieur. On est tous dedans. Il y a personne qui fait quelque chose et qui se dit non je le fais que pour moi. Donc reste dans ta chambre en fait, n'en parle pas, tu vois. Mais en fait on est tous dans ce truc là et le fait qu'on kiffe cette culture à mort, parce que si on fait ça c'est parce qu'on kiffe cette culture. Oui, je t'aime, hip-hop, je t'aime. Et il y en a plein des comme ça. Mais en vrai, Mmh. on a du mal à se le dire, on a du mal à le dire. Et souvent, ça crée de la frustration parce qu'au final, quand tu rentres chez toi, tu as les problèmes de la vie qui te rattrapent, tu vois. Tu donnais un exemple quand on s'est rencontrés et qu'on a parlé de ces choses-là, tu donnais un exemple très concret dans le foot qui est le ballon d'or, qui est, un symbole, très précis, qui va faire que les jeunes vont démarrer le foot, que des footballeurs vont se motiver et vont être heureux de se motiver parce que derrière, il y a un symbole médiatique et même plus, qui symbolise une grande reconnaissance, qui va faire parler les médias autour de ça, qui va valoriser les exploits qu'on va réaliser dans cette discipline. Hem Du coup, j'entends que pour toi, ce que toi, ça te tient à cœur de trouver des manières d'apporter de la gratitude et de la reconnaissance dans notre milieu. Là où même le battle le plus connu, nous fait connaître le temps d'une semaine et après il y a le battle, connu, de la semaine d'après qui fait connaître quelqu'un d'autre. Hem, Tu as des idées pour améliorer notre système à ce niveau-là, pour apporter plus de reconnaissance et de gratitude? Il nous faudrait en break, le six step d'or, la coupole d'or? Mais tu vois, là, on rigole comme ça, on dit des bêtises, mais est-ce que tu sais comment a été créé le Ballon d'Or? Non, Tu sais qui a créé le Ballon d'Or? non. C'est l'équipe, c'est le journal, c'est un média qui a créé l'équipe. C'est l'équipe qui a créé le Ballon d'Or. Et tu sais pourquoi ils ont créé le Ballon d'Or? Parce qu'il y avait une période qui était décembre où il n'y avait pas de foot, ils n'avaient plus de journaux à vendre. Donc ils se sont dit, pourquoi on ne va pas créer un truc qui crée un événement, qui met le journal et qui met un truc en plus au-delà des compétitions de danse. Et ils ont créé le Ballon d'Or. Et aujourd'hui, c'est le truc le plus important pour un joueur de foot en termes de reconnaissance individuelle.
Pourquoi c'est important pour le Ballon d'Or? Parce que ça te récompense toi individuellement, ça te donne une reconnaissance par tes pairs, ça te permet de rester dans l'histoire, tu vois. Et c'est un but qui est atteignable par la culture. C'est-à-dire que ça met en avant la culture. Parce que tu vois, par exemple, je te donne un exemple. Si on fait un Ballon d'Or du hip-hop, par exemple du b-boying, par exemple, on dit le b-boy d'or. Mais les gens qui donnent le b-boy d'or, c'est autant des anciens que des nouveaux. Bien sûr qu'il y en a qui vont critiquer, mais la personne qui l'aura, ce ne sera pas n'importe qui. Et ce ne sera pas les followers, ce ne sera pas les médias, ce sera des gens qui seront de la culture. Et si on arrive à mettre ça en avant de ouf, eh ben, les médias seront importants. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe, c'est le journal le plus important au monde en termes de foot et d'influence. Mais surtout, le plus important, c'est que ils mettent en avant la culture aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'en foutent du foot, ils savent que Benzema a eu le ballon d'or. C'est-à-dire que c'est comme ça que tu mets en avant la valeur et que tu mets de la valeur à ce que tu fais. Mais nous, on se dit jamais bravo. On dit bravo à un seul mec qui gagne un battle contre plein d'autres mecs. Donc, tu fais énormément. Il y a plus de frustrés que de gagnants. Et j'entends déjà les puristes nous écouter et, et dire oui, mais la culture devrait rester underground. Pourquoi est-ce qu'on a envie de la mettre sur des grands plateaux et que les mauvaises personnes parlent de nous et que le grand public parle de nous? Gardons notre authenticité, restons dans un petit comité. Je vais te dire un truc, je suis désolé. Je suis désolé. Je vais me mettre à dos plein de gens. Mais C'est ton depuis. problème. Ouais, mais c'est ma vie, c'est pas grave. C'est moi, c'est moi. C'est pas vous, c'est moi. Depuis quand le hip-hop est underground? Le hip-hop, en Europe, il n'y a personne qui peut dire j'ai eu le hip-hop underground. Comment le hip-hop on l'a eu? Comment il est venu à nous? Quel est le premier titre de hip-hop qui a été créé? Sugar Hill Gang, c'est des voleurs. C'est même pas eux qui ont créé les titres. Nous, le hip-hop qu'on a eu reçu, c'est pas underground, c'est commercial. N'importe quel danseur, il l'a vu dans des clips, il l'a vu à MTV, il l'a vu à Chip HEP, c'est TF1. C'est commercial. Des clips, c'est commercial. Les films, c'est commercial. Nous, ce qu'on a eu, c'est la partie commerciale. Et on a fantasmé quelque chose et on le délivre quelque chose comme si underground, ça voulait dire ça reste en bas. Mais aujourd'hui, il y a du rap underground qui a marché, je suis désolé. Aujourd'hui, quand je pense, je peux aller loin du KRS-One, qui était un mec le plus underground, ou un mec comme Alpha One, oui, mais underground, mais au bout d'un moment, je vais vendre aussi ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire? Underground, ça ne veut pas dire. En fait, je trouve qu'il y a un truc de puriste, je suis désolé de dire ce mot, mais de médiocrité, en fait. Ou parce que tu fais du hip-hop, il faut que tu restes en bas. Mais d'où? Depuis quand? Alors que nous, le hip-hop qu'on a eu, il vient d'en haut. Beau gosse. Tu nous as convaincus. J'aimerais un peu bifurquer un peu de sujet et je sais qu'aussi tu fais pas mal d'enseignement de la danse et que tu donnes des workshops et qu'avec Youdat vous avez aussi une école, si je Mhm. dis pas. Et est-ce que toute cette vision, tous ces projets que tu as, c'est des choses que tu partages pendant tes workshops? Est-ce que tu t'enseignes que de la danse ou des fois vous vous posez, vous faites un petit cercle et juste tu parles de ta vision, de comment tu penses que devrait évoluer la culture ou pas? Oh, forcément, mais après, tu vois, il y a un truc qui est particulier quand tu formes, c'est qu'il y a ta vision personnelle et c'est pour comment tu formes en fait. Et ça, c'est la question que je me pose totalement, tout le temps en fait. C'est-à-dire, est-ce que la formation, quand on m'appelle, c'est pour donner mon savoir pour que les gens, ils évoluent, entre guillemets, tout un groupe évolue, ou est-ce que je suis là pour partager mon expérience et eux, ils apprennent et ils en font ce qu'ils veulent? Tu comprends ce que je veux dire? Je sais Mhm. pas si tu vois la nuance. Et ça, c'est une question que je me pose tout le temps, en fait. Tout le temps. Déjà, de un, je vais être franc avec vous, même si je participe à des formations, je suis pas très chaud pour les formations. Parce que formation veut dire formatage dans ma tête, tu vois. Dans ma tête. Et surtout qu'en plus, dans les formations, comment les notations, parce que j'ai fait des formations, on, on, on montre ce que la personne a fait de mal, pas ce qu'elle fait de bien. Et pour moi, c'est contre hip-hop. Parce que hip-hop, c'est ton identité avant tout le reste. Tu vois. Et ce truc-là, et en fait, quand je suis en formation, bien sûr, je parle énormément avec les élèves. J'essaie de leur donner pas mon avis, mais de faire en sorte qu'ils aient plus de nuances dans ce que eux, moi, je vais leur dire, dans ce que eux, ils vont prendre pour pouvoir faire que eux, ils puissent faire en sorte que le hip-hop, il continue à évoluer, tu vois. Je fais référence à un système de notation qui est connu au sein de notre culture, qui est la Hawks Method développée par Yuxon. Euh,
je trouve que c'est pas non plus une notation qui montre seulement ce qu'il y a de mauvais. Lui-même, il dit que c'est une notation qui est pensée pour l'élévation du danseur, dans le sens où ça te permet Totalement. d'avoir un système de notation qui te pousse pas vers le bas, au contraire, qui te donne une sorte de curseur pour peut-être le refaire 1 ou 2 ans plus tard, tu vois, et pouvoir te jauger toi-même dans ton évolution et pas te pointer du doigt en disant ça c'est pas bien, ça c'est bien. Totalement. Totalement. Ox méthode, big up. Vraiment big up. Après, après, si moi je pourrais dire quelque chose, c'est que il y a des danseurs que tout le monde peut kiffer, voir danser, et, et que tout le monde adore, et être pété à la Ox méthode. Pourquoi? Parce que la Ox méthode, ça décrit comment tu es complet. Alors que pour moi, même un danseur qui a eu un seul truc et qui n'est pas complet, il peut aller plus loin que les autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est- Ouais, bien sûr, c'est là où je rejoins ce que tu dis quand tu dis qu'à partir du moment où il y a un système de notation ou une école ou une formation, et ben, c'est selon une vision très précise de ce que c'est qu'être un bon danseur. Donc forcément, ça emmène les gens vers une vision, euh, un type d'enseignement, un type de valeur. Donc forcément, à partir du moment où tu crées un système, ça développe une pensée précise. Et tu vois, et l'une des premières phrases du hip-hop, c'est fuck the system, tu vois. Non, mais concrètement, tu vois. C'est pas très poli de dire ça quand même. Ouais, désolé pour les oreilles sensibles. Mais, mais ouais, en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que il y a un truc un peu anti-système, et c'est sur ça que des fois les gens ils confondent anti-système et underground. Il y a un truc anti-système qui fait partie propre et qui fait partie du hip-hop, tu vois. Et c'est vrai que des fois, donner des notes et donner des choses carrées, ben, ça nous va pas en fait. Hmm. Ça nous va pas en fait. T'allais réagir par rapport aux notes ou... Par rapport à ce qu'il disait là. Alors vas-y. Mais est-ce que pour, on va dire, vivre dans une communauté et avoir des codes et trucs comme ça, on est obligé de créer un système? Donc ça n'a aucun sens de dire fuck the system. Ça n'a aucun sens. On est obligé Bah, de créer des manières de vivre ensemble, des codes. Bah, regarde dans le break ou dans toutes les danses hip-hop. On a des manières, on rentre pas dans un cercle comme ça. C'est pas d'un coup on se jette au milieu du cercle. On a créé des codes que tout le monde ont pour pouvoir venir au battle, nanani nanana. mais tu vois ce que tu dis? Le pronom que tu as utilisé, il est trop important. Je sais pas si tu te rends compte, tu as dit on. En Mm. français, on dit on est un con. C'est-à-dire qu'en fait, on sait même pas d'où ça vient. C'est un truc qu'on a créé entre nous, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je vois pas ce que tu veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que les règles qu'on utilise dans le hip-hop, c'est des choses de. C'est comme une société En fait, il y a une différence entre les droits de l'homme, tu vois. Les droits de l'homme, c'est écrit, et vivre entre humains, tu vois. C'est-à-dire qu'entre humains, si on vit en société, si tous les trois on vit ensemble, on va se définir des choses, pas forcément écrites, mais de bien-être, tu vois. De homme à homme, pas forcément écrit, tu vois. Et en fait, ce délire de vivre ensemble et de créer des choses et de les vivre vraiment, tu vois, c'est parce qu'on se dit non, non. On se dit non, désolé, je suis à un événement et là c'est la fin de l'événement et les gens sont en train de partir. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est que le fait de pouvoir vivre des choses et de les créer entre nous, des fois je trouve que ce système-là, il n'est pas assez mis en avant dans le hip-hop. Et par exemple, ça me fait penser un peu à l'Afrique, où on a décidé que l'Afrique, il fallait qu'elle vive comme en France, avec une démocratie, etc. Alors que peut-être que les peuples, ils sont pas faits pour ça, tu vois. Et peut-être que le monde hip-hop et la culture hip-hop, elle n'est pas faite pour qu'il y ait des systèmes écrits et réglés et des notations et des choses bien carrées. Et en fait, c'est ça que je veux dire. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Hmm. Je crois que je vois, si on rentrait un peu plus en profondeur dans le débat, peut-être que ça ouvrirait un deuxième épisode, donc on le fera peut-être une prochaine fois. Ouais, Euh, désolé. on arrive vers la fin de la conversation. Moi, j'avais quand même une dernière question avant de te poser la question de l'invité précédent. C'est que un truc qui nous intéresse pas mal dans le podcast, c'est comment on en vient à aimer ce qu'on fait. Hmm. Euh, C'est-à-dire que dans la danse et dans la vie en général, j'ai l'impression que il peut y avoir un parallèle entre la vie et la danse où on passe du temps à finir par apprécier qui on est et la manière dont on danse et réussir à moins se juger. Toi, tu as eu déjà une carrière de danseur,
tu es un danseur connu et reconnu, tu as fait beaucoup de battles. Au niveau et à la reconnaissance que tu as atteint, est-ce que tu as fini par apprécier complètement la danse que tu as? Et est-ce que tu Ouais, as des conseils pour les gens qui qui ont des problèmes d'estime de leur danse et d'appréciation de ce qu'ils font? totalement. En fait, le truc, c'est le mot aimer, en fait. Je trouve que des fois, le mot aimer, il est mal interprété. Parce que souvent, les gens, quand ils disent j'aime ma danse, ils attendent d'être parfaits pour s'aimer. En fait, pour moi, aimer, c'est aimer autant tes défauts que tes qualités. Et c'est ce truc-là, en fait, c'est d'accepter qui tu es. Et d'accepter qui tu es, ça ne détermine pas que tu es parfait, pas que tu es fort. Ça n'a rien à voir avec ton niveau. C'est juste à avoir un rapport, pas de chercher du résultat, mais de processus et aussi d'acceptation, en fait. Ça veut dire que, en fait, si tu es là, c'est parce que tu kiffes. Et moi, en fait, quand j'ai compris ça, je suis devenu imbattable. Quand je dis imbattable, c'est-à-dire que pour moi, le jury, l'événement, les gens ce qu'ils disaient, ça n'avait aucun impact sur comment moi je m'aimais. J'étais capable de me Mmh. dire, voilà, j'ai kiffé, ouais, j'ai pas kiffé. Mais je m'aimais toujours, en fait. Parce que ça allait plus loin que le regard des autres. Et je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est d'aimer autant ses défauts que ses qualités et pas de chercher une perfection ou un travail ou un niveau pour attendre pour s'aimer. Tu chaud de nous donner un ou plusieurs défauts que tu as appris à aimer dans ta danse? Ah ouais, totalement, j'en ai plein. J'en ai plein. Vas-y. Déjà, de un, je suis pas souple, je suis très raide. Ça veut dire que, en fait, à cause, parce que j'ai fait beaucoup de foot, j'ai une cheville un peu bloquée, la cheville gauche, qui fait que quand je danse, je tourne toujours du même côté, etc. Mais ça, ça se voit, il n'y a que moi qui le vois, tu vois. Et j'ai ça comme défaut. J'aimerais aller plus loin dans certains mouvements, mais parce que comme je suis raide, en fait, ma raideur, c'est devenu quelque chose que je détestais au début, tu vois. Alors, j'essaie de m'étirer et tout, mais j'étais toujours le plus raide, tu vois. Et j'avais honte de m'étirer devant les gens parce que les gens étaient beaucoup plus souples que moi. Mais au final, je faisais pas de sol, tu vois. Par exemple, des trucs comme ça, tu vois. Au break, comme j'ai commencé par le b j'étais le plus claqué, tu vois. Et en fait, c'est devenu ma force. C'est devenu ma force, en fait. Mais c'est devenu ta force parce que tu t'es forcé à danser avec ta non-souplesse, ta raiditude. Comment c'est devenu ta force? Parce que j'ai dansé avec mon corps. En fait, j'ai accepté mon corps. J'ai pas essayé de changer parce que j'aimais les mecs qui étaient souples. Moi, tu vois, je veux dire un truc tout con, mais tu vois, je kiffais les mecs qui, tu sais, les b-boys qui faisaient pas de bruit, tu vois, les chats, tu vois, les Laos, les Bruce, Wanted et tout, tu vois. Je kiffais les danseurs comme ça. Mais en fait, c'était pas moi. C'était pas mon corps, en fait. Et une fois que j'ai accepté mon corps, et que mon corps, il était comme ça, et qu'il fallait que je fasse avec, mais j'ai gagné trop de battles. C'est là que je suis devenu reconnu, écoute, mais très rapidement, en fait. Après un moment, j'ai dit, mais en fait, peut-être que je suis comme ça, en fait, et qu'il faut que je m'accepte. Et en fait, d'aimer mon défaut, ça a permis de m'aimer. J'ai même pas vu mes qualités, j'en voyais même pas mes qualités. Je kiffais juste danser. Et en fait, je pense que c'est ça le truc de beaucoup de jeunes, c'est qu'ils cherchent à être parfaits et à s'aimer dans la perfection. En fait, s'accepter, c'est le meilleur truc. C'est comme ta mère, en fait. Ta mère, elle a plein de défauts, elle n'est pas parfaite, ta mère. Pourtant, tu l'aimes de tout ton cœur. Tu vois? Tu regardes même pas les défauts, tu regardes même pas les qualités, c'est ta mère. Ben, c'est la même chose pour moi à la danse, tu vois. C'est ma danse, en fait. C'est pas mes qualités, c'est pas mes défauts, c'est ma danse. Beau gosse. C'est beau. On va pouvoir passer au petit rituel, mon Noé. On va pouvoir passer au petit rituel, mon Mathis. L'invité qui était juste avant toi, Jimmy, c'était Anne Nguyen, Oh! une big girl historique, une chorégraphe qui en Ouais, est grave. une pièce, qui a fait beaucoup de choses pour la culture hip-hop d'ailleurs. Pour moi Et aussi. on lui a demandé de te décrire en 3 mots. Ouais, qu'est-ce qu'elle a dit? Déjà, quand on lui a dit que c'était toi l'invité suivant, elle a eu un peu la même réaction. Elle était trop contente. Elle a dit passez-lui le bonjour. Ah ouais, gros bonjour à Annie Guillaume. Grande dame. Et elle t'a décrit en disant que tu étais solaire, généreux et dans le partage. Oh, c'est gentil. Je prends. Enfin, je prends. Et la question qu'elle t'a posée, c'est, elle a dit, elle a souligné en posant la question qu'elle voulait te tendre un genre de petit piège. La question, c'est quelles sont tes racines et est-ce que ça influence ta danse et tes projets dans la danse? Ouais, totalement. Totalement. Mes racines, en fait, mes parents viennent d'Haïti. Mes parents sont haïtiens. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire un peu d'Haïti, c'est une histoire d'un pays particulier. C'est le premier pays à avoir la dépendance noire.
C'est le pays qui a battu Napoléon. En plus, l'anniversaire, c'est le 18 novembre. C'est la bataille de Vertières. Et en fait, c'est un pays de révolution. C'est un pays qui a été créé, ben, forcément, comme beaucoup de pays des Antilles, sur la violence et le viol et l'esclavage. Et en fait, c'est un pays qui a toujours voulu changer sa condition. C'est pour ça qu'il y a énormément de coups d'État et qui a eu aussi, c'est le pays indépendant et qui a ses plus fortes racines avec l'Afrique et qui recherche ses racines. Et en fait, ça me fait écho parce que quand j'ai toujours eu une âme de révolutionnaire ou des gens qui voulaient dire ce que je pensais, mais pas tout toujours dans le respect, pas pour dire, pas pour être, et je pense que ça fait partie de mon peuple en fait et de mes racines en fait. Et je pense que ces racines-là, elles font partie de moi. Et du coup, l'invité suivant est Yuxon. Sacré invité, ouais. Sacré invité. On est fiers. Oh, On est fiers. go. Du coup, tu as le droit de le décrire en 3 mots. En 3 mots, je dirais artisan, passionné et légendaire. Putain, j'aimerais bien qu'on me dise légendaire quand un jour on doit me décrire en 3 mots. Putain. Et du coup, maintenant, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous donner une question ou un thème à aborder avec Yuxon? J'aimerais que la question que j'aimerais vous poser à Yuxon, c'est quel a été son plus grand échec? Trop bien. Attends, c'est pas fini, mon Noé. Je sentais que tu allais sweeper et que tu allais arrêter le podcast, mais on a une dernière question rituelle, c'est quels sont tes... est-ce que tu pourrais nous donner des vidéos, des battles, des sons qui t'influencent de fou et que tu donnerais à aller voir à nos auditeurs? Si t'en as 3. Ouais, totalement. J'en ai 3, ouais. Premier, Idrissa Berkane, Libérez votre cerveau. C'est l'épisode qui m'a donné envie de. C'est le livre qui m'a donné vraiment envie d'ouvrir, de faire de faire hippo. Le deuxième que j'ai envie que vous allez voir, c'est qui m'inspire beaucoup. Comment dire j'aime beaucoup le podcast de Dave Chappelle avec Mos Def. Je sais plus le nom, mais ils ont un podcast audio, c'est incroyable, avec du jazz, avec de la musique et tout. C'est incroyable. Pour moi, c'est l'un de mes meilleurs podcasts. Et l'album, après, pour moi, un album pour moi qui est important pour le hip-hop, etc., c'est Beats, Rims and Life de Trop Otto bien. West. On lancera toutes ces influences à nos auditeurs. Jimmy, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Merci à vous, les gars. Et merci pour tout ce que tu fais pour donner de la voix, donner de la visibilité à la communauté, et force à ton projet. Merci. Merci. Et prends soin de toi et à bientôt. À bientôt. Peace. À bientôt. Ciao. Ciao.